mes 5 enfants ont éclaté de rire quand je leur ai dit que la vérité finirait par se savoir. Leurs rires résonnent encore dans ma tête, un écho cruel qui a tout brisé. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi ce que vous feriez à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez. Ils m'ont traité de vieil homme sénile, un père qui invente des histoires pour attirer l'attention. Ils se croyaient si intelligents, si supérieurs dans leur costume cher, et leur vie parfaite, financée par mes mains usées d'ébéniste. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ma vérité n'était pas une fable destinée à les émouvoir, mais un train en marche, silencieux et implacable. Une vérité qui allait bientôt frapper à leur porte, non pas avec la voix tremblante d'un vieil homme, mais avec le visage impassible d'un enquêteur, et le poids d'un héritage qu'ils avaient déjà perdu pour toujours. Aujourd'hui, je suis un fantôme qui hante les couloirs de sa propre vie. La grande maison que j'ai construite de mes mains, poutre par poutre, est devenue mon mausolée. La poussière danse dans les rayons de soleil qui percent à travers les volets mi-clos, illuminant les meubles que j'ai sculptés, chacun portant la cicatrice d'une heure volée à mon art pour leur avenir. Mon atelier, autrefois le cœur battant de mes rêves, est silencieux. L'odeur de la sciure et de la cire a laissé place à une odeur de froid et d'abandon. Mes outils, prolongement de mes doigts, reposent inertes, couverts d'un fin linceul de poussière. Je les contemple parfois, et je ne vois pas du métal et du bois, mais le reflet de mes mains vieillies, des mains qui ont tout donné, et qui ne reçoivent plus rien, pas même un regard. Le silence ici est une entité vivante, il s'épaissit avec chaque appel qui ne vient pas, chaque visite promise et oubliée. Je m'assois souvent à la grande table en chêne de la salle à manger, celle où leurs rires ont résonné comme une sentence. Sa surface polie me renvoie le visage d'un vieil homme, que je ne reconnais plus tout à fait, un étranger dans sa propre demeure. Les souvenirs ne sont plus des refuges, mais des lames de rasoir. Je revois ma femme, sa main sur la mienne, me promettant que j'aurai le temps pour mes sculptures plus tard. Je revois les yeux de mes enfants, vides et impatients, tandis que j'essayais de leur transmettre un fragment de mon histoire. Ils ne m'écoutaient pas. Ils attendaient simplement leur tour de parler, ou pire que je me taise. Je me souviens de mon premier atelier, une petite grange au fond du jardin de nos parents. L'air y était épais, chargé de l'odeur du pain et du chêne fraîchement coupé. Mes mains, alors jeunes et fortes, apprenaient à dialoguer avec le bois, à lui donner une âme avec le ciseau et le rabot. Je ne rêvais pas de fortune, seulement de créer des formes qui défieraient le temps, des sculptures qui raconteraient des histoires muettes. Puis ma femme est tombée enceinte de notre premier enfant, puis du deuxième. La grange est devenue trop petite pour mes rêves, et trop grande pour nos besoins. J'ai vendu mes outils de sculpteur, ceux que mon grand-père m'avait légués, pour acheter le terrain de cette maison. Je lui ai promis que je m'y remettrais un jour, plus tard. C'était le premier d'une longue série de sacrifices silencieux. Cette maison n'est pas faite de briques et de ciment, elle est faite de mes mains et de mes nuits blanches. Je me revois, seul sur le chantier après mes journées à l'usine, hissant les poutres sur mes épaules, sentant le bois brut érafler ma peau. Chaque clou que j'ai planté était une promesse de sécurité pour eux. Chaque mur que j'ai monté était une forteresse contre les incertitudes du monde. Je travaillais jusqu'à ce que mes muscles hurlent et que la lune soit haute dans le ciel, puis je rentrais, couvert de sueur et de fatigue, pour les regarder dormir dans leur petit lit. Ils ne voyaient pas l'épuisement, seulement la solidité des murs qui les entouraient. J'étais leur charpente, leur fondation, et je croyais que cela suffisait, que mon amour se lisait dans la solidité de leur foyer. Les repas n'étaient jamais opulents, mais ils étaient toujours chauds, et préparés avec soin. Je me souviens du pot-au-feu qui mijotait pendant des heures le dimanche, emplissant la maison d'une odeur de réconfort. Ma femme disait que mon amour passait par mes mains, que ce soit pour sculpter un meuble ou éplucher des légumes. Je veillais à ce que leurs assiettes soient toujours pleines, quitte à ce que la mienne le soit un peu moins. Leurs manteaux d'hiver étaient neufs chaque année, leurs chaussures robustes pour affronter les cours d'école. Le mien, de manteau, portait les traces du temps, les coups usés, une couleur passée. Ce n'était pas de la pauvreté, c'était un choix. Un arbitrage constant et silencieux entre leurs besoins et mes désirs. Et leurs besoins l'emportaient toujours, sans même qu'ils aient à le demander. Le tournant fut l'école de commerce de mon aîné. Les frais de scolarité étaient une montagne. L'argent que j'avais mis de côté pendant des années, sou après sou, était destiné à remplacer mes vieux outils d'ébéniste, ceux de l'usine qui me cisaillaient les paumes. Mais en voyant l'espoir dans ses yeux, je n'ai pas hésité. J'ai vidé le compte sans un mot. Pour compenser, j'ai pris un second travail, la nuit. Je ponçais des parquets dans des appartements bourgeois, le dos cassé, respirant la poussière fine qui emplissait mes poumons, et se déposait sur mes cheveux. Je rentrais à l'aube,
juste à temps pour leur préparer le petit déjeuner, avant qu'ils ne partent pour l'école. Ils ne se sont jamais demandé pourquoi j'avais les yeux si cernés, ou pourquoi je toussais autant cet hiver-là. Le temps est la seule monnaie que l'on ne peut jamais regagner. Combien de soirées ai-je passé à les aider pour leurs devoirs, au lieu de dessiner des ébauches de sculptures sur mon carnet? Combien de week-ends ai-je consacré à réparer leur vélo, ou à construire une cabane dans l'arbre, alors qu'une pièce de noyer m'attendait à l'atelier, pleine de promesses? Pour chaque jouet que je leur achetais, c'était un livre sur l'art que je ne m'offrais pas. Pour chaque sortie scolaire que je finançais, c'était un voyage pour voir les grands maîtres que je reportais. Le plus tard que j'avais promis à ma femme, était devenu un horizon fuyant, une terre lointaine que je savais, au fond de moi, ne jamais atteindre. Mon art s'est éteint lentement, une bougie sacrifiée pour allumer leurs 5 soleils. Je voyais déjà le fossé se creuser, même lorsqu'ils étaient enfants. Ils étaient le fruit de mon labeur, mais ils ne comprenaient pas la nature de cet arbre. Un jour, j'ai voulu montrer à mon fils aîné comment assembler 2 pièces de bois, avec une queue d'aronde, un geste d'une beauté et d'une précision infinie. Il a regardé, impatient, ses yeux retournant sans cesse vers le dessin animé à la télévision. Il n'a pas vu la magie, seulement un vieil homme et un bout de bois. Ce jour-là, j'ai compris que je leur construisais un avenir dans un monde qui n'était déjà plus le mien. Je leur donnais des ailes, mais je ne leur avais pas appris à regarder les racines. J'étais le socle solide sur lequel ils s'élançaient, un socle qu'on oublie une fois qu'on a pris son envol. Après la mort de ma femme, les promesses de ne jamais me laisser seul se sont évaporées comme la rosée du matin, les appels téléphoniques sont devenus une épreuve. Je composais leur numéro, le cœur battant d'une ridicule espérance, pour tomber 9 fois sur 10 sur la voix impersonnelle d'un répondeur. « Papa, je suis en réunion, je te rappelle », disait-il dans des messages hâtifs, mais le téléphone restait silencieux. Leur vie trépidante, leur carrière brillante, leur propre famille étaient devenues des forteresses impénétrables. Un fossé s'était creusé, non pas avec des cris et des disputes, mais avec le silence poli de l'indifférence. Mes questions sur leur bien-être recevaient des réponses monosyllabiques, et les miennes sur ma solitude n'étaient jamais posées. Je n'étais plus un père, mais une obligation au calendrier. Une case à cocher de temps en temps. Les rares fois où nous nous réunissions, j'étais devenu un étranger à ma propre table. J'essayais de participer à leurs conversations sur la finance, les voyages exotiques ou les nouvelles technologies, mais mes mots flottaient un instant avant de tomber dans l'oubli, sans écho. Leur regard passait par-dessus moi, comme si j'étais transparent. Un jour, j'ai appris par hasard qu'ils avaient décidé de vendre le petit appartement de vacances de ma femme, un lieu chargé de nos souvenirs les plus heureux. Personne n'avait jugé bon de me consulter, ni même de m'informer. J'étais le gardien des murs, pas de la mémoire. Leurs gestes étaient devenus des poignards subtils. Une main levée pour m'interrompre. Un soupir d'exaspération quand je cherchais mes mots. Un échange de regards entendus au-dessus de ma tête. La solitude au milieu des siens est la plus cruelle de toutes. L'humiliation la plus profonde est venue le jour de mon 70e anniversaire. Je m'étais préparé, non pas à une grande fête, mais à un simple geste. Un appel. Une visite. La journée s'est écoulée, rythmée par le tic-tac de la vieille horloge du salon. Le soleil a décliné, baignant la pièce d'une lumière orangée et mélancolique. Vers 20 heures, mon téléphone a vibré. C'était un message groupé. Un joyeux anniversaire papa envoyé à la chaîne, probablement depuis une application programmée. Je suis resté assis dans le fauteuil que j'avais fabriqué, le regard perdu dans le vide. Un peu plus tard, mon fils cadet est passé. Il n'est pas entré. Il est resté sur le seuil pour récupérer un vieux dossier. La porte s'est refermée sans un mot de plus, me laissant dans le silence, avec pour seule compagnie le reflet d'un vieil homme oublié. Le secret que je gardais n'était pas un trésor caché dans un coffre, mais un morceau de terre aride et silencieux à la périphérie de Lyon. Mon père, un homme méfiant envers les banques et le monde moderne, avait acheté ce terrain dans les années 60 pour une bouchée de pain. Le jour de mes 20 ans, il m'avait tendu une enveloppe jaunie contenant les titres de propriété et une simple note manuscrite. La terre ne trahit jamais. Pendant 50 ans, j'ai honoré sa mémoire en payant religieusement les impôts fonciers, voyant cette parcelle oubliée non comme un fardeau, mais comme la promesse ultime. C'était leur filet de sécurité, le socle final de l'avenir que je leur avais bâti. Je l'imaginais comme mon dernier cadeau, une fortune silencieuse qui garantirait qu'il ne manquerait jamais de rien, une fois que je ne serais plus là. Ce secret était destiné à être leur héritage, un acte d'amour posthume, mais leurs rires ce jour-là ont fissuré la pierre de mes certitudes. Ce n'était pas de la colère que j'ai ressentie, mais une clarté terrible et glaciale. Leur donner cette fortune n'aurait fait qu'alimenter l'arrogance qui les avait déjà consumés. Ils n'y auraient vu que des chiffres sur un compte, une autre victoire facile, et non les 50 années de discrétion et de sacrifice que cela représentait. J'ai compris que ce trésor ne devait pas récompenser le mépris,
La terre, comme le disait mon père, ne trahit jamais. Et elle ne méritait pas d'être livrée à des mains qui ne savaient que prendre, sans jamais comprendre la valeur de ce qui est donné. La destination de cet héritage venait de changer. Il n'était plus pour eux. Le lendemain de leur rire, je ne me suis pas réveillé avec de la colère, mais avec une paix étrange et glaciale. La douleur s'était cristallisée en une certitude inébranlable. Je n'ai pas décroché mon téléphone pour les maudire. J'ai pris le vieil annuaire et j'ai cherché le nom d'un notaire réputé, loin de notre quartier. Le premier rendez-vous fut bref, purement technique. J'ai ensuite contacté un expert immobilier, un homme dont la discrétion était légendaire. Ses conclusions ont confirmé ce que mon instinct me disait. Le terrain de mon père, cette friche oubliée, était devenu un trésor, convoité par un consortium international pour un projet d'urbanisme majeur. La somme évoquée était vertigineuse, mais elle ne m'a pas ébloui. Elle est simplement devenue l'encre avec laquelle j'allais réécrire la fin de mon histoire. Une fin qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mon héritage irait à d'autres. L'étape suivante s'est déroulée dans le même silence méthodique. J'ai vendu la maison. Chaque meuble que mes mains avaient façonné, chaque chaise où ils s'étaient assis, la grande table de leur moquerie, tout est parti chez un antiquaire qui a reconnu la qualité du travail, pas la valeur sentimentale. J'ai même vendu mes outils, les derniers témoins de mon rêve sacrifié. Avec l'argent du terrain et de la maison, j'ai finalisé la création de la Fondation Le Chêne et le Ciseau. J'ai nommé un vieil ami, le seul qui se souvenait de moi sculpteur, comme directeur. Puis, un matin d'automne, j'ai fermé la porte derrière moi, pour la dernière fois, sans un regard en arrière. Je n'ai laissé aucune adresse, aucun numéro. Je n'étais plus Marcel Leroy, le père oublié. J'étais juste un homme qui avait repris le contrôle de son âme. Ils sont revenus. Pas un par un, avec la décence d'une excuse individuelle, mais en groupe, comme un commando lancé à l'assaut d'une forteresse. Ils n'avaient pas les mains vides. Mon fils aîné, qui oubliait mon anniversaire, m'a tendu une montre de luxe, son poids froid et impersonnel, sur mon poignet. Ma fille cadette avait apporté un panier gourmand si grand, qu'il semblait ridicule dans ma modeste cuisine. Leurs sourires étaient aussi nouveaux et brillants que les cadeaux. Leurs voix, autrefois brèves et agacées, étaient devenues mielleuses, pleines d'une sollicitude que je n'avais jamais connue. « Papa, on s'est tellement inquiété, » disait-il en chœur. Je les ai laissés parler, observant ce théâtre de l'absurde. Je ne voyais pas des enfants repentants, mais des investisseurs paniqués, jouant leur dernière carte, pour récupérer un capital, qu'ils croyaient leur être dû. Leurs supplications ont suivi les cadeaux, une marée de promesses vides et de larmes de crocodile. Reviens sur ta décision, papa. C'est notre héritage, notre avenir. Ils parlaient d'avenir, eux qui avaient effacé mon passé, et ignoré mon présent. Ils m'ont offert une place dans leur vie luxueuse, une chambre dans leur grande maison vide, comme si le confort matériel pouvait effacer des décennies de mépris. J'écoutais leurs discours bien huilés, leurs arguments sur la famille, le sang, le pardon. Mais leurs mots ne m'atteignaient plus. Ils ricochaient sur une surface devenue lisse et dure, polie par la solitude et la déception. Mon choix était fait, gravé dans le marbre d'une résolution tranquille. Mon héritage n'était plus une question d'argent, mais de sens. Et il avait trouvé sa juste place, loin de leurs mains avides. Mon notaire, un homme aux paroles pesées, m'a exposé cette possibilité. Une rente viagère, une petite pension pour chacun. Un geste de miséricorde, disait-il. Je suis resté silencieux, regardant par la fenêtre de son bureau la vie qui continuait, indifférente. Pardonner ? Mais le pardon ne s'achète pas avec les intérêts d'une fortune qu'ils ont méprisée. Mon héritage n'est plus un chèque, c'est une promesse. La promesse que des mains talentueuses ne seront pas brisées par le manque, que le bruit du ciseau sur le chêne continuera de résonner dans des ateliers qui, sans cela, resteraient silencieux. Leur donner cette aumône serait trahir ces jeunes gens, et trahir le vieil homme que j'étais. Ma décision est prise, sans colère ni triomphe, juste la certitude tranquille d'une pièce de bois parfaitement ajustée. Et vous, auriez-vous donné une seconde chance à ceux qui vous ont tourné le dos, ou laisseriez-vous la vie leur régler leur dû ? Mon notaire, un homme aux paroles pesées, m'a exposé cette possibilité. Une rente viagère, une petite pension pour chacun, un geste de miséricorde, disait-il. Je suis resté silencieux, regardant par la fenêtre de son bureau la vie qui continuait, indifférente. Pardonner ? Mais le pardon ne s'achète pas avec les intérêts d'une fortune qu'ils ont méprisée. Mon héritage n'est plus un chèque, c'est une promesse. La promesse que des mains talentueuses ne seront pas brisées par le manque, que le bruit du ciseau sur le chêne continuera de résonner dans des ateliers qui, sans cela, resteraient silencieux. Leur donner cette aumône serait trahir ces jeunes gens, et trahir le vieil homme que j'étais. Ma décision est prise, sans colère ni triomphe, juste la certitude tranquille d'une pièce de bois parfaitement ajustée. Et vous,
Auriez-vous donné une seconde chance à ceux qui vous ont tourné le dos, ou laisseriez-vous la vie leur régler leur dû?